dans le cadre de module de la physiopathologie. Le module de la physiopathologie, c'est un module très important. Un bon médecin, il faut comprendre bien et mieux les mécanismes physiopathologiques des différentes pathologies. C'est quoi la physiopathologie? C'est savoir les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe? On prend un exemple. Comment savoir les mécanismes physiopathologiques jouent un rôle important dans la prise en charge des patients? On prend l'exemple de l'asthme. Un sujet normal, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la respiration normale nécessite une contraction intermittente des muscles bronchiques avec une lumière bronchique. Dans l'asthme, où il y a une pathologie inflammatoire qui retentit sur les échanges de l'air à travers la bronchite. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? C'est les mécanismes physiopathologiques. L'asthme est égal bronchoconstriction, hyperréactivité bronchique avec œdème bronchique. Donc, pour traiter un asthmatique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir ces mécanismes. Donc, pour agir, ou bien pour mettre en place le traitement, qu'est-ce qu'on fait? On donne les bronchodilatateurs pour enlever le bronchospasme, donner des corticoïdes pour enlever l'hyperréactivité bronchique avec l'œdème. Donc, savoir les mécanismes physiopathologiques joue un rôle important dans la prise en charge. Un médecin qui ne sait pas les mécanismes physiopathologiques, donc va trouver des difficultés dans la prise en charge. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est la physiopathologie de la thermorégulation. Normalement, vous avez déjà vu la physiologie de la thermorégulation en première année dans le cadre de modèle de physiologie. À la fin du cours, vous serez capable de comprendre les mécanismes physiologiques de la thermorégulation, comprendre les mécanismes physiopathologiques des troubles de la thermorégulation, et à la fin, bien sûr, toujours un trouble, des troubles va remonter par des conséquences. Nous allons suivre le plan suivant: introduction, généralité, définition de la thermorégulation, rappel physiologique sur la thermogénèse, thermolyse, c'est la production de chaleur, thermolyse, c'est la perte de la chaleur, régulation thermique à l'aide des chambres d'intégration ou bien des chambres thermorégulateurs, et à la fin, la réponse physiologique thermorégulatrice. Tout ça dans le cadre de la physiologie. Puis, on passe à la physiopathologie, c'est-à-dire les mécanismes différents, pathologiques ou bien troubles de la thermorégulation, représentés par l'hyperthermie, la fièvre et l'hypothermie. À la fin, on conclut par les points essentiels. La thermorégulation est un mot bien du grec,
dynamo, c'est-à-dire la chaleur, régulase, c'est maintenir un équilibre. Donc, la thermorégulation, c'est maintenir l'équilibre thermique. On a trois espèces. L'homéotherme, comme l'être humain, la température centrale, étroitement régulée, c'est-à-dire reste toujours stable dans un intervalle bien précis. Poikilotherme, du grec poikilo, c'est-à-dire variable, c'est-à-dire la température centrale et la région après, c'est-à-dire la température du noyau, le sang, les viscères, les diastèmes, le cerveau, reste et variable. Chez les poikilothermes, la température centrale est dépendante de celle du milieu extérieur, c'est-à-dire la température du milieu extérieur élevée, donc par conséquent, la température centrale doit être élevée comme chez le cerveau. Les animaux hibernants, ou bien les animaux avec sang froid, comme l'ours, et les animaux qui dorment à l'hiver. Donc, capables de réguler et ou abandonner toute régulation de la température centrale. L'homme homéotherme, c'est-à-dire la température centrale des viscères, reste constante, quelle que soit la température du milieu extérieur ou bien milieu ambiant. C'est-à-dire la température du milieu extérieur à 39, donc ce n'est pas la conséquence obligée de la température centrale être 38 ou bien 39. Donc il y a un système de régulation, les chauffe-eau, les différents compartiments. La température interne résulte d'une balance entre la production de la chaleur, appelée la thermogénèse, et la perte de la chaleur, appelée thermolyse. La température corporelle thermique est équilibre entre deux mécanismes. Cet équilibre est assuré par un système régulateur fonctionnel mécanisme de rétrocontrôle, toujours contrôle rétrocontrôle. Sinon, ces mécanismes vont être dépassés. Par exemple, si la température du milieu externe à 39 et la température centrale à 37. Donc, avec la thermorégulation, la température centrale va être augmentée par thermogénèse. Donc, il faut un autre mécanisme de rétrocontrôle pour abaisser la température pour ne pas dépasser l'intervalle de référence pour maintenir une température stable constante à 37 degrés ou bien environ 37 ou alentour de 37. C'est-à-dire entre 36 et 37,5. Le sang est l'agent de transfert de chaleur entre l'intérieur du corps et sa surface. C'est-à-dire la température centrale. Le sang est responsable de la transmission de la température de noyau, bien le sang, vers la surface. C'est le site où on agit. L'organisme se décompose du point de vue de la thermorégulation en deux compartiments. Le sang ou bien le noyau et périphérique ou l'enveloppe. L'enveloppe, c'est l'échangeur thermique. C'est la peau et les muscles squelettiques représentent 45% de la masse corporelle. Le centre, c'est les organes internes producteurs du chaleur. On trouve le cerveau, médiastin et les organes digestifs. La température dite centrale, maintenue stable autour de 37. C'est une température réglée. Et la température, c'est une température réglée. Quelle que soit la température externe, toujours autour de 37.
température centrale état de veille, conditions environnementales habituelles, toujours inférieure à 2 à 4 degrés Celsius. C'est un tempo thermique, ça pour l'enveloppe ou bien périphérique. C'est-à-dire, toujours la température de la surface, toujours il y a une différence de 2 à 4 degrés par rapport au noyau, à condition que le corps doit être en état de veille, les conditions environnementales habituelles, c'est-à-dire, ce n'est pas dans un milieu chaud, trop chaud, c'est-à-dire le milieu habituel, comme dans la salle par exemple, avec une activité minimale, c'est-à-dire activité quotidienne normale, ce n'est pas au cours d'une activité physique intense. Donc, la différence entre la température de centre et de la périphérie ça sera plus élevé. Donc, 2 à 4, on trouve 6 par exemple. Si on fait une activité physique intense, donc la température de la surface corporelle sera, par exemple, à 39 par exemple, la température du centre à 35. Donc on trouve une différence presque de 4, 5, 6. Donc ça dépend de l'activité physique et la température de l'environnement. Pas de régulation de la température ni uniforme ni constante, non périphérique. C'est-à-dire juste la température du centre qui est plus on s'éloigne du noyau, plus la température baisse. 33 degrés au niveau climatique. On voit tout ça illustré sur le schéma. Comme vous voyez, au niveau de 137, chaque fois on s'éloigne vers la périphérie, la température va baisser jusqu'à 31. La thermorégulation comme définition, c'est l'ensemble des mécanismes qui permettent de maintenir l'organisme à la température idéale pour faciliter toutes les réactions biochimiques fonctionnant des enzymes nécessaires à la vie. C'est-à-dire la glycogénèse, la respiration, métabolisme, quel que soit oxydatif ou bien hépatique, nécessite une température au alentour de 37 pour être dans la normale. Si la température avec des chiffres passe, qu'est-ce qu'on trouve? La diminution de métabolisme. Si la température est élevée, le métabolisme accélère. Donc, ce qu'on voit dans les différentes pathologies, ou bien en cas d'insolation ou exposition prolongée à la chaleur. Le but de la thermorégulation, maintenir la valeur réelle de la température centrale, température des organes situés à l'intérieur des cavités thoraciques, abdominales, crâniennes, autour d'une valeur de référence d'environ 37 degrés, malgré l'évaluation de la température de l'environnement. Quand on parle de la température centrale, c'est-à-dire la température au niveau des viscères internes, les poumons, les médiastins, les viscères, le cerveau. Le transport de la température se fait à l'aide du sang. Si vous avez un patient avec température normale et qui nécessite une transfusion sanguine ou bien en état de déshydratation et qui nécessite la réhydratation, c'est-à-dire la perfusion des solides salé-glucosés, c'est-à-dire de sérum salé-glucosé, qu'est-ce qu'il faut prendre comme précaution? Toujours, il faut vérifier la température des solides à transfuser, donc les produits sanguins, les sanguins, et les solides de perfusion, comme les sérum salé, le traitement, la démie, parce que la température
de ces solides ou bien des produits sanguins va agir sur la température centrale parce qu'il y a un contact direct avec le sang qui est responsable du transport de la chaleur. Si la température du sang est basse, donc la température de sonde est basse. Donc, métabolisme, donc, le métabolisme, c'est-à-dire l'énergie, donc, et l'activité des différentes enzymes nécessaires pour la vie. La physiologie de la thermogénèse, c'est-à-dire la production de chaleur. La chaleur est un déchet produit par le métabolisme oxydatif, de l'activité musculaire, de l'oxydation hépatique au cours des réactions chimiques. C'est-à-dire la glucose, par exemple, au niveau cellulaire, glucose plus oxygène, on a la production de l'ATP, CO2, les déchets de dégradation, et toujours combustion, donc qui est chaleur. Donc, la quantité ou bien le phénomène de thermogénèse va réagir à l'aide de régulation de la température profonde et périphérique. Cette production de la chaleur dépend de l'âge du sujet, de son sexe, de son alimentation et de son activité physique. Un sujet qui bouge beaucoup, donc la thermogénèse va être très élevée. Un sujet âgé, le nouveau-né et le nourrisson. Les mécanismes de thermogénèse est faible. Donc, la prise en charge des patients âgés, des nouveau-nés et des nourrissons, ça diffère par rapport à un sujet adulte. Donc, il faut prendre en considération que l'âge joue un rôle important dans la régulation thermique. Au repos, thermogénèse chimique. Pendant l'effort, thermogénèse musculaire. Au repos, la production de chaleur, activité métabolique des tissus, foie, cœur, cerveau, les glandes endocrines comme la thyroïde, la corticocérébrale, et les muscles squelettiques inactifs par le métabolisme. 56% de la chaleur produite par les organes profonds et 18% de la chaleur produite par les muscles. Pendant l'effort thermogénèse musculaire, la température corporelle augmente au cours de l'effort, la production de chaleur augmente, mais la déperdition calorique n'augmente pas immédiatement. À l'effort thermogénèse musculaire représente 90% de la chaleur incalorique, augmente de 1,6 la température d'un gramme d'eau. C'est-à-dire, c'est un exemple. Donc, le corps comporte combien de sang. Donc, chaque calorie, énergie produite, va augmenter la température du corps. Physiologie de la thermolyse, ou bien perte de la chaleur. La chaleur produite par le métabolisme est éliminée par l'organisme essentiellement à sa surface finale. La température corporelle baisse lorsque la déperdition calorique supérieure à la production. Donc, la température va s'abaisser, parce que la température corporelle va baisser par rapport à la température centrale. La température de la peau varie avec la température extérieure. La température se dépasse selon son gradient de concentration des régions
les plus chaudes vers les plus froides. Un corps dans une salle avec température à 22 par rapport à une salle avec température de 39. Toujours il y a une régulation, une thermorégulation, mais toujours en permanent, il y a une régulation. La salle température à 22, donc la température centrale ne doit pas être à moins de 35. Donc toujours au-dessus de 35. À 36, 37. Si la température à 39, donc c'est la thermolyse. Si la température de la salle à 22 par exemple, c'est la thermogénèse. Toujours il y a une production de la chaleur ou bien une perdition de la chaleur ou bien c'est la dissipation de la chaleur pour maintenir un équilibre et mettre le corps dans une température de référence autour de 37. L'hyper de chaleur s'effectue par 4 mécanismes. Les 4 mécanismes, dont vous savez tous, la conduction, la convection, l'évaporation et la radiation. L'évaporation représente 22% par élimination de la chaleur sous forme de sueur, par la respiration. La radiation ou bien rayonnement représente 60% des pertes par élimination de la chaleur sous forme des rayons électromagnétiques infrarouges. La convection représente 15%. C'est ce qu'on voit dans la définition. La condition représente 15% par contact direct avec des surfaces froides. Comme définition de chaque mécanisme, la radiation, le rayonnement, perd de la chaleur par la surface corporelle sous forme d'ondes électromagnétiques infrarouges. La condition perte de chaleur par contact direct avec un corps froid, donc dépend de la surface de contact, gradient de température entre la peau et l'objet, c'est-à-dire qu'un objet a température plus basse, donc l'abaissement de la thermolyse va être moins. La conductivité de l'objet entre les métaux, entre l'eau, entre le bois, donc il y a une différence dans la conductivité de l'objet. La convection, c'est le déplacement de chaleur au sein d'un fluide. Vous connaissez la convection, le mécanisme de la convection. C'est-à-dire, si on met de l'eau sur le feu, pour que la température de l'eau va augmenter, il y a mobilisation des molécules de base vers l'eau. Et quand la base avec température à 50, la surface avec température de 30. Donc il y a toujours mouvement des molécules de base vers l'eau. C'est la convection. Réchauffement, quel que soit pour l'air ou bien pour les liquides. L'évaporation, lorsque les mécanismes de la radiation et la condition sont plus efficaces, la chaleur doit être perdue par évaporation d'eau au niveau des vitesses méthaniques par oxydation ou bien respiratoire par expiration. L'expiration, toujours il y a une perte de la chaleur.
Donc, les différents mécanismes illustrés sur l'image, évaporation cellulaire, évaporation respiratoire, la conversion par mouvement des molécules dans l'air ou bien dans les fluides. La radiation, c'est l'élimination de la chaleur sous forme des rayons électromagnétiques infrarouges. Rayonnement thermique réfléchi, qu'il soit par contact ou bien par convection. Rayonnement thermique du sol, quel que soit par contact ou bien par radiation. La régulation thermique. Quand on parle de la régulation, toujours, il y a trois composants. C'est les thermorécepteurs, c'est-à-dire le corps ou bien le centre. Comment c'est que la température du milieu extérieur est basse? Donc, il y a des thermorécepteurs périphériques, au niveau de la peau. Si la température interne est basse, comment le corps sait que la température est basse? C'est l'interne. Donc, c'est l'hypothalamus responsable de traitement de l'information. Les centres de régulation, c'est l'hypothalamus. Mais toujours, il y a thermorécepteur, sonde, donc après le traitement de l'information que la température est basse ou bien élevée, donc toujours après le traitement de l'information, il faut des ordres. Les ordres arrivent au niveau des sites de réaction à l'aide des différences pour mise en jeu du mécanisme de thermorégulation. Entropie, capteurs spécifiques thermorécepteurs centraux périphériques, les centres régulateurs hypothalamus, les effecteurs protecteurs dissipateurs de la chaleur et des voies de conditions afférentes les reliés entre eux. La régulation de la température centrale est essentiellement nerveuse. Et nerveuse, hormonale. Mais au début, c'est des mécanismes d'origine nerveuse qui vont réagir au premier lieu. Les thermorécepteurs, on trouve deux types de thermorécepteurs. Les thermorécepteurs périphériques, c'est-à-dire kétaniques, les terminaisons nerveuses libres au niveau de la peau et muqueuse, sensibles au chaud et au froid. Renseignent sur les variations de la température externe. On trouve aussi les thermorécepteurs centraux, internes, hypothalamus antérieur et les viscères renseignent sur le niveau thermique central. Qu'on voit sur le schéma. C'est les récepteurs au niveau de corpuscule de défini responsable de la perception de la chaleur de milieu externe. Corpuscule de creuset pour le froid. Donc, c'est deux types de thermorécepteurs trouvés au niveau de la peau, responsables de la perception de la chaleur du milieu externe, parce que c'est les récepteurs périphériques. Les centres thermorégulateurs, on trouve l'hypothalamus antérieur et postérieur. Postérieur responsable de la thermogénèse, antérieur responsable de la thermolyse. L'hypothalamus antérieur assure la réponse thermique à la chaleur en déclenchant la thermolyse par vasodilatation, c'est-à-dire le système nerveux sympathique ou parasympathique. La vasodilatation parasympathique, l'augmentation de la sédation. L'hypothalamus postérieur, centre de la thermogénèse, assure la réponse thermique au froid par stimulation de la thermogénèse musculaire et chimique.
La vasoconstriction tétanique pour éviter l'hiver par activation du système sympathique. L'activité d'un centre inhibe celle de l'autre. Évaluation de 1 degré Celsius du sang irritant l'hypothalamus suffit à provoquer une réaction de thermolyse ou bien de thermogénèse. Donc, c'est l'hypothalamus. Dans la région préoptique, on trouve trois composants de l'hypothalamus, antérieur, moyen et postérieur. Postérieur responsable de la thermogénèse, antérieur responsable de thermolyse. Réponse à la chaleur. Les voies afférentes, la sensibilité thermique empreinte les vaisseaux spinothalamiques croisés, les voies efférentes qui transmettent l'ordre de l'hypothalamus vers quel soit système nerveux ou bien sécrétoire. On trouve les efférences nerveuses qui gagnent les effecteurs motrices vers les muscles squelettiques. Au niveau des muscles squelettiques, s'il y a la température basse, donc il y a un tremblement au niveau du muscle squelettique pour produire la chaleur. Vasomotrice, les muscles lisses et les vaisseaux, donc soit vasoconstriction ou bien vasodilatation à l'aide de système sympathique ou bien parasympathique ou bien libération des hormones bien le corticocérébral, sécrétoire, glande sidorépale. Les voies différentes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique stimulé par le froid. S'il fait froid, la première chose remarquée au niveau de la peau, c'est quoi? C'est la vasoconstriction ou bien la vasodilatation. C'est la vasoconstriction. Pourquoi on trouve une vasoconstriction? La première chose pour cacher les vaisseaux à l'intérieur du corps, pour moins de contact avec le milieu extérieur qui a une température basse. La deuxième chose, pour accélérer le flux sanguin pour arriver au niveau des différents organes. On trouve bioréaction ou bien horripilation. La bioréaction pour fermer les sites ou bien les points de sortie de cellules pour gagner le maximum de la température et pour rendre la peau un peu épaissée pour jouer un rôle de tampon thermique. Qui veut le tampon thermique, c'est-à-dire un isolant. Un tampon thermique, c'est-à-dire en cas d'un accident, c'est toujours les tampons thermiques, comme des couvertures bien des draps isothermiques, les halouches, la déperdition thermique. Donc la peau joue un rôle d'un tampon thermique isolant pour éviter la déperdition de la température. L'hypolyse, c'est une réaction métabolique qui vient de la libération des hormones thyroïdiennes, corticocérébrales, responsables de l'augmentation du métabolisme. Donc, par conséquence, l'augmentation de la chaleur stimulée par le système parasympathique stimulé par la chaleur. La vasodilatation, les vaisseaux deviennent plus grands et proches de la surface pour assurer
le maximum de perdre la chaleur et l'acidation, augmenter la thermolyse. La régulation hormonale, toujours, les trois sont responsables de la régulation. Midolocérébrale provoque une vasoconstriction, favorise l'oxydation du glucose et la transformation du glycogène hépatique en glucose au niveau de cycle de Krebs, déclenche la lipolyse dans les adépocytes, tout ça sous le contrôle de midolocérébrale par sécrétion de l'adrénaline. L'axe hypothalamo-hypophysaire, donc il y a la sécrétion des glycocorticoïdes, il y a la sécrétion des hormones thyroïdiennes T3 et T4, il y a la sécrétion des hormones somatotropes. Tout ça va accélérer le métabolisme et va augmenter la chaleur. La thyroïde sont de régulation des métabolismes de base, sécrétion de T3 et T4, libération de glycogène hépatique, ioglycogénèse, lipolyse, augmentation des oxydations mitochondriales, action synergique avec les catécholamines, c'est-à-dire l'adrénaline et la noradrénaline. Elle dit pour la régulation hormonale. Donc, on a deux types de régulation, régulation nerveuse et la régulation hormonale. Donc, les thermorécepteurs au niveau de la peau, thermorécepteurs périphériques. Les thermorécepteurs centraux au niveau de l'hypothalamus et les organes profonds. Donc, s'il y a une modification de la température par rapport à la température centrale, il y a des afférents ou bien un flux nerveux afférent qui arrive au niveau de l'hypothalamus, qui est le centre de régulation. Donc, il y a traitement de l'information puis donner des ordres, quelles que soient nerveuses ou bien hormonales, pour agir afin de régler la température et le rendre dans les chiffres de référence autour de 37. Un schéma comment travaille le système thermorégulateur. La régulation thermique. On a le stimulus. Première chose, changement de la température extérieure ou bien la température centrale. S'il y a un changement de température, extérieure, donc la réception de l'information à l'aide des thermorécepteurs périphériques. C'est changement de la température centrale, la réception de l'information que la température était anormale au niveau central, se fait à l'aide des thermorécepteurs centraux. Tout ça arrive au niveau du centre intégrateur qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus traite l'information arrivée chez elle, soit par réponse favorisant une baisse de la température, qu'il soit par réponse favorisant une élévation de la température. S'il y a une température qui est basse, donc les voies différentes qui portent l'ordre de l'hypothalamus pour régler le problème se fait par des neurones sympathiques cholinergiques qui agissent au niveau des glandes sidérales et au niveau des vaisseaux sanguins cutanés par vasodilatation et au niveau des glandes sidérales par transpiration. Transpiration, la réponse c'est chaleur perdue par évaporation. Au niveau des vaisseaux, vasodilatation, donc la chaleur perdue dans l'environnement. C'est la réponse favorisant une élévation de la température. Le centre régulateur va faire la transmission de l'ordre
à l'aide des neurones sympathiques adrénergiques qui arrivent au niveau des vaisseaux sanguins, qui provoque une vasoconstriction et donc la chaleur est conservée, soit par métabolisme des graisses brunes, la thermogénèse sans pression, c'est une chaleur locale, ou bien à travers des effecteurs qui sont les neurones moteurs somatiques, les muscles squelettiques, donc la thermogénèse avec des frissons. La même chose sur cette image, la réponse au froid et la réponse au chaud. La réaction au chaud, si on trouve au milieu chaud, donc qu'est-ce qu'on trouve? Les deux phénomènes. On a toujours thermogénèse, thermolyse. On a augmentation de la thermolyse pour abaisser la température et diminution de la thermogénèse, c'est-à-dire toujours l'un inhibe l'autre par mécanisme rétrocontrôle. L'augmentation de la thermolyse par vasodilatation des vaisseaux sous-cutanéens augmente le volume sanguin refroidi en périphérie, la vasoconstriction, le réseau vasculaire est caché, donc le contact avec le milieu extérieur moins, donc il y a moins de perte de chaleur. S'il fait chaud, donc vasodilatation des vaisseaux sous-cutanéens, augmenter le volume sanguin refroidi en périphérie, donc par contact, par irradiation, par convection, il y a une perte de chaleur avec par contact avec le milieu externe. La sidation, réduisant la température par évaporation de la sueur. La tachypnée ou polypnée augmente les pertes de chaleur par l'air expiré. Donc, si vous travaillez un jour au niveau de la réanimation, on a toujours un bilan des entrées et des sorties. On calcule tous, chez un malade comateux, chez nous par exemple. Donc, pour une telle pathologie comme un état de choc septique, malade qui endormi à l'aide d'une anesthésie, qui ne respire pas spontanément, c'est-à-dire à l'aide des machines, avec une fièvre suite à sa pathologie infectieuse, avec moins d'activité physique, avec un bilan d'entrée, c'est-à-dire l'alimentation qui n'était pas autorisée, c'est-à-dire prend les besoins à l'aide des solutés ou bien par voie nasogastrique, toujours il y a un calcul des entrées et des sorties, c'est-à-dire on calcule les pertes expiratoires, les pertes cellulaires, pour avoir un équilibre entre les sorties qui est calculé à l'aide de la quantité désirée, les cellulaires, la température, pour avoir un équilibre. Sinon, on tombe dans le déséquilibre entre les entrées et les sorties et on va aggraver l'état de patient vers les lésions cellulaires, les lésions hépatocellulaires. Donc, toujours, il faut avoir des informations sur la quantité des pertes en fonction de la température. Par exemple, chez nous, en réanimation, on estime les pertes par voie respiratoire à 200 cc. À 200 cc sur 24 heures, c'est la température à 38. Par exemple, 38. À 300 cc, c'est la température à 40. Donc, la quantité perdue doit être compensée. Si elle n'est pas compensée, le malade va tomber dans un déséquilibre qui va aggraver son état. Toujours. S'il y a des sueurs, on va calculer, on estime approximativement
la quantité de sucre, toujours, il faut savoir que ces pertes, c'est essentiel et on doit les compenser. Diminution de la thermogénèse, diminution de l'activité musculaire pour avoir le minimum de pertes, diminution de l'activité métabolique, donc moins de chaleur qui vient de la combustion de glucose et de glycogène au niveau similaire, qu'elle soit dans la respiration ou bien le métabolisme hépatique. La réaction de thermogénèse ou de thermolyse toujours doit être en considération pour avoir un équilibre par diminution de thermogénèse ou bien augmentation de thermolyse. Réaction au chaud, donc toujours la même chose, température de consigne arrive au niveau du centre à l'aide du thermorécepteur. Au niveau de l'hypothalamus antérieur qui est responsable de thermolyse, hypothalamus antérieur, thermolyse. L'hypothalamus postérieur, c'est thermogénèse. Thermogénèse, c'est-à-dire la réponse au froid. L'isophéron, c'est le système nerveux cholinergique responsable de la sédation. Inhibition du système nerveux adrénergique, donc responsable de vasodilatation. Mécanisme de lutte contre le froid, c'est-à-dire la thermogénèse. Thermogénèse pour production de la chaleur. Augmentation de la thermogénèse et diminution de la thermolyse. La diminution de la thermolyse, diminution de l'apport des calories aux surfaces d'échange par vasoconstriction, corrélation avec les chairs de poule, diminution au l'arrêt de la sédation, réduire les pertes de la chaleur par évaporation, et la bradycnie, réduisant les pertes de chaleur par voie respiratoire, par l'air expiré. L'augmentation de thermogénèse, les frissons, tremblements augmentant l'activité musculaire, donc toujours, s'il fait froid, toujours il y a l'envie de bouger. Il y a toujours l'envie de manger. C'est le cas de l'hiver. Qui connaît l'envie de bouger. C'est la réponse de thermorégulation. Il stimule le corps pour bouger, pour avoir des contractions musculaires, des tremblements, pour gagner de l'énergie et de chaleur. Manger parce que toujours le froid va obliger le corps de faire beaucoup d'énergie dans la combustion ou bien le métabolisme oxydatif. Toujours l'énergie nécessite des besoins. Donc il faut manger toujours. Augmentation de la thermogénèse, puissance, tremblement, augmentation d'activité musculaire, hypercannabinoïde, stimulation à l'énergie, augmentation du métabolisme cellulaire. C'est la même chose, réaction au froid, frisson, thermogénèse chimique par libération de l'amine cérébrale, les glycocorticoïdes, l'adrénaline et l'adrénaline. Donc, va agir en augmentant la température. Agression par le froid, toujours la réponse thermorégulatrice au niveau de l'hypothalamus. Par les différences, on va voir une vasoconstriction, corrélation, diffusion, la sécrétion glycocorticoïde par la glande cérébrale et libération de thyroïdicate au niveau de par la thyroïde pour augmenter le métabolisme des bases. Les variations physiologiques de la température, 8 heures de repos, température par là, alors que c'est physiologique. Cycle hormonal, l'ovulation, la phase progestative
la femme au moment de l'ovulation. C'est un changement plus de 0,5 à 1 degré. C'est-à-dire qu'il faut attendre la normale. L'habitude, c'est à 36,5. Donc, on trouve 37,5. L'âge chez le nouveau-né nourrisson, toujours la température est basse. L'état émotionnel par l'autosympathique, par le système autosympathique. Il y a une élévation de la température au moment de émotion brusque et importante. L'activité physique, en cas de sport, activité sportive ou bien travail forcé. Température centrale individuelle, chacun a une température spécifique. Variation circadienne, c'est-à-dire différence de 1 degré Celsius, maximale à 17 heures, minimale à 3 heures à 5 heures. C'est-à-dire la température du corps à 3 heures à 5 heures du matin va à l'entour de 36 vers 17 heures du soir, 37 par exemple. Il y a thermogénèse postprandiale, bien sûr. Si on mange toujours, il y a dégradation, il y a métabolisme, il y a protection, le maximum de chaleur, le moment postprandial. Les facteurs liés à la baisse de température, région anatomique, il y a différence au niveau des différentes régions où on prend des mesures, au niveau de panier par exemple, au niveau de la bouche, au niveau cutané, au niveau œsophagien, au niveau rectal, et la méthode de mesure. Mesure de la température, plus fiable jusqu'à moins fiable, ou bien non fiable. Plus fiable au niveau jugulaire ou artère pulmonaire, qui fait de la température au niveau jugulaire ou bien artère pulmonaire. Toujours il y a des moyens de surveillance développés, par exemple au bloc opératoire. S'il y a un patient avec un problème cardiaque grave, la surveillance en permanence nécessite des moyens de surveillance spécifiques, comme la sonde de Swain-Ganz, c'est des instruments ou bien des objets qui on va introduire à travers le jugulaire et arrive jusqu'à le cœur. Donc la température elle est précise, c'est-à-dire 37, 36,9, 36,9. Nasopharyngien ou œsophagien, vésical, tympanique de l'oreille, rectal peu fiable, isolation par matière fécale, et cutanéique non fiable du tout, parce qu'on a déjà dit que la température par rapport à l'externe, par rapport à l'interne, grande différence et dépend de la température de milieu externe et une modification physiologique qui est sur la surface, par exemple citation ou bien. On prend dans la physiopathologie. La physiopathologie, les pathologies, c'est l'hyperthermie, l'hypothermie et la fièvre. La différence entre la fièvre et l'hyperthermie, la différence entre hyperthermie et fièvre. La fièvre, c'est une hyperthermie. Est-ce que l'hyperthermie c'est une fièvre? La différence, c'est la régulation. L'hyperthermie, toujours la régulation constante, toujours l'intervalle de référence ou bien les chiffres de référence autour de 37, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la thermogénèse ou bien diminution de thermolyse qui reste toujours secondaire à quelque chose. La fièvre, les sons de régulation, les chiffres de référence qui
à la normale. C'est-à-dire l'hypothalamus, au lieu de régler la température à 37, va régler la température à 38 par agression des germes dits pyrogènes, c'est-à-dire qu'ils soient endogènes ou bien exogènes. C'est-à-dire toujours il y a un agent causal dans l'apparition de la fièvre. Par rapport à l'hyperthermie qui peut être secondaire à l'exposition prolongée à la chaleur, ou bien comme l'insolation, les coups de chaleur, ou bien suite à la prise médicamenteuse comme le stupéfiant par exemple, cocaïne, beaucoup de caféine, quelques médicaments comme les neuroleptiques, ou bien des médicaments utilisés au bloc opératoire dans le cadre de l'anesthésie comme les halogénies par exemple, ce qu'on voit dans l'hyperthermie. Revenons à l'hyperthermie. L'hyperthermie, c'est une élévation de la température centrale au-dessus de 38 degrés Celsius. Mécanismes de thermorégulation ne sont pas conservés. L'augmentation de la température se fait par augmentation de thermogénèse ou bien diminution de thermolyse. On distingue l'hyperthermie fébrile, que la fièvre, et l'hyperthermie non fébrile. Au cours de la fièvre, les mécanismes de thermorégulation sont conservés. C'est pour ça que la fièvre sera hyperthermie contrôlée. C'est-à-dire le problème, c'est le mécanisme de thermogénèse ou de thermolyse. Le problème de l'hypothalamus, il faut régler la température à 38 parce qu'il y a une agression. Une agression infectieuse, par exemple, il modifiera le raisonnement. Très bref le mécanisme. Donc, période de training à 37, training à 38, 39. Donc, la thermogénèse ou thermolyse, elle assesse la température d'accord par le temps. Donc, toujours il y a la persistance de l'hyperthermie à 39 jusqu'à le déritiéracose. C'est-à-dire par les antibiotiques, par la prise en charge d'entrée infectieuse, par voie chirurgicale par exemple. Au cours de la fièvre, les mécanismes de thermorégulation sont conservés et la température de référence centrale, thermostat, est réglée à un niveau supérieur. Au lieu de 37, c'est réglé à 38, 39. L'hyperthermie est tolérée chez l'adulte jusqu'à 41 degrés Celsius, contrairement à l'enfant. À partir de 42 degrés, le pronostic vital est mis en jeu. Souffrance cérébrale et convulsion. Je vois que c'est les enfants. Même les adultes, suite des maladies neurologiques comme méningite. L'hyperthermie non fibrée, les mécanismes. Augmentation de la thermogénèse, avec chauffe-eau, diminution de la thermolyse, chauffe-eau, ou dérèglement des centres thermorégulateurs ou chauffe-eau. Donc, l'augmentation de la thermolyse, on trouve des facteurs exogènes, par exemple, exposition à une température ambiante très élevée, exposition à un rayon calorifique, insolation ou bien chaleur classique. Les causes endogènes, activité physique intense et subjective, activité sportive intense, tétanose et les conditions. Normalement, les pathologies comme les conditions ne sont pas responsables de l'augmentation de la température, mais par la contraction musculaire continue et importante qui va produire la chaleur. C'est-à-dire, ce n'est pas une pathologie infectieuse ou bien une pathologie qui est responsable de l'augmentation de la température. C'est les conséquences de la pathologie. C'est les contractions. Tétanus, la même chose. Qu'est-ce qu'on trouve chez un patient qui souffre de tétanus? Des contractions tétaniques, des contractions musculaires, oui, des contractions.
La double conversion euro ou même euro, bien sûr, le bougement. Euro toujours consomme de l'énergie produite de chaleur. Trouble endocrinien, hyperthyroïdie par exemple, ou bien thyrotoxicose, libération de catécholamine, les pathologies cérébrales, l'intoxication caféine, l'isomphétamine, cocaïne, la thermogenèse. Diminution de la thermolyse, la vasoconstriction phénamique, diminution de la circulation sanguine et diminution de la circulation. Dérèglement des centres thermorégulateurs. Les centres thermorégulateurs, c'est l'hypothalamisme. Donc, s'il y a un traumatisme qui touche cette région, il y a un dérèglement. S'il y a un AVC, un AVC, c'est-à-dire qu'il soit accident vasculaire cérébral, qu'il soit ischémique ou hémorragique. Ischémique, il y a un défaut de perfusion hypothalamique par ischémique, donc par obstruction artérielle, ou bien hémorragique par compression. Les tumeurs cérébrales, la même chose. S'il y a un tumeur cérébral, bien sûr, ça dépend de la taille de tumeur. Plus elle est grande, plus l'hypothalamus touché par compression. Les conséquences cliniques de l'hyperthermie amphibienne. On trouve ici neuromusculaire, agitation ou bien état de stupeur, trouble de la conscience, voire coma. C'est typique. S'il y a une hyperthermie, il y a une trouble de comportement, obnubilation. J'ai dit hier, l'un des patientes avec une température à 40. L'infirmière m'a appelé pour des obnubilations, malade de l'IHA ou n'importe quoi. C'est suite à l'hyperthermie. Donc, le stade, oui, donc de sommeil du côté, et l'hyperthermie et ses conséquences. Contracture et rigidité musculaire, trismus, oscillation, convulsion. Rhabdomyolyse toujours. C'est quoi rhabdomyolyse? C'est la dégradation du suivi musculaire. Suite à une pathologie quelle que soit l'hyperthermie, soit fièvre, suite à une infection, soit par écrasement, soit suite à un syndrome de compartiment abdominal. Les signes cardiovasculaires, tachycardie, pression artérielle normale ou diminuée, la région de la différentielle, des extrasystoles. Les signes respiratoires, polyplie, OAP, SDRA, bien sûr, secondaire, c'est secondaire. Encombrement cardio-bronchique en cas de trouble de la conscience. C'est la patiente, c'est le patient entre dans un coma, donc les réflexes de taux moindre, donc est égal pas diminution des sécrétions bronchiques, accumulation, encombrement. Autre signe, la déshydratation, toujours hyperthermie, hypersilation, évaporation par voie respiratoire, perte de liquide, déshydratation. Toujours il faut calculer les entrées et les sorties. Qu'il y ait une respiration polypnée, donc il y a une perte de chaleur, perte de liquide à travers de l'air, donc il faut compenser pour ne pas tomber dans la déshydratation. La déshydratation, la déna oliguée. La déshydratation, donc la quantité de liquide au niveau, ou bien c'est la volémie, c'est-à-dire la quantité de l'eau dans l'organisme, les moins. Donc, la filtration glomérulaire au niveau rénal coûte moins, c'est-à-dire diminution de la filtration glomérulaire. Les troubles oligués, automatiquement, c'est des mécanismes de
c'est la correction. C'est-à-dire que le corps agit pour maintenir l'équilibre. S'il y a déshydratation, il y a moins de liquide au niveau de l'organisme, chez l'individu, il va fermer, stopper l'effet par oligure, c'est-à-dire les urines doivent être éliminées et stoppées, toujours au niveau de type proximal de réabsorption pour garder la volémie dans la norme. Donc, oligure. Oligure avec à long terme, une insuffisance rénale. Insuffisance rénale parce que le sang avec une quantité suffisante au niveau rénal, donc on a une insuffisance rénale. Perturbation hépatique, la même chose, par défaut de métabolisme, suite à hypoperfusion rénale, suite aux pertes thermiques sous forme d'évaporation, soit sédation, soit trouble de l'hémostase, bien sûr, c'est fois atteinte, ce qui est le centre de la régulation ou bien c'est l'organe responsable de la coordination. Plus important, la plupart des facteurs de coordination viennent de fours, comme le facteur 5, 7, 9, 10. Arrêt de division cellulaire et ralentissement de l'activation mitochondrienne. Donc, moins de respiration au niveau mitochondrien, moins d'ATP, moins de division cellulaire. Donc, les équations qui servent de la vie en milieu. Syndrome de SDM. Syndrome de différence multiviscérale, c'est SDMV. Syndrome de différence multiviscérale, c'est-à-dire un organe atteint, deuxième organe atteint, jusqu'à que tous les organes atteignent. Insuffisance rénale, insuffisance hépatique, le cerveau, trouble de conscience et coma, le foie, le cœur par hypotension et défaut de perfusion coronaire, défaut d'insuffisance coronaire, c'est-à-dire que tous les organes sont touchés. La fièvre, réaction non spécifique de défense. C'est une réaction de défense, la fièvre. C'est un signe d'alarme. C'est pour ça qu'on insiste toujours de ne pas éviter immédiatement une fièvre pour ne pas cacher la pathologie sous-jacente. S'il y a une fièvre, par exemple, en cas d'appendicite, en cas de péritonite, c'est des urgences chirurgicales. C'est des urgences chirurgicales qui doivent qu'on doit agir rapidement, sinon le pronostic n'est pas mis en jeu. Dans ce cas, si on donne au patient un traitement symptomatique isopagique, on va cacher ceci à l'isopagique, les ARS, l'isopagique, toujours maximiser la douleur. Donc, en cas d'appendicite, la prise en charge doit être dans les 24 heures. Si on dépasse à 48 heures, 62 heures, on a l'éclatement de l'appendicite, on lit, choc septique, le malade, il mourut. C'est-à-dire, je vois le malade, il confie environ, il retourne à l'abdominal, les ondagiques, ou bien en bonne médication, on a fait les ondagiques, les ARS, cacher la température, cacher la fièvre, limite cacher, juste abaisser un peu la fièvre, attendre jusqu'à 62 heures pour arriver en urgence, on est dans la catastrophe. Donc, la fièvre, c'est une réaction non spécifique de défense de l'organisme.
La fièvre est diffondée. Donc, je vous dis de la température. Je dis la température pour l'organisme. La fièvre, la température plane. Elle est dans la fièvre. Développé en réponse à une action de différents agents diffrangés appelés pyrogènes. La fièvre hyperthermique contrôlée, dont le rôle est celui de signal d'alarme. La fièvre est due à un réglage de thermostat pour la mise à un niveau supérieur à la norme. L'augmentation de 7 points, c'est-à-dire 0.37 la fièvre. Il existe en permanence une adaptation de thermolyse à la thermogénèse. Toujours thermolyse et thermolyse. Mais thermolyse, il faut la température jusqu'à 37. Il y a un niveau supérieur à la norme, jusqu'à 38. C'est pour ça que la fièvre toujours reste élevée. Cette modification est liée à la présence de pyrogènes d'origine, soit exogènes ou bien endogènes. Les pyrogènes exogènes sont représentés par des agents pathogènes infectieux, soit les bactéries, virus ou bien des infections fongiques, certains hormones, la progestérone, médicaments et vaccins interférents de combinants, les pyrogènes endogènes faire la suite des pyrogènes exogènes, interleukines, l'interféron et les effectivement les doses facteurs. L'hypothalamus augmente la valeur de référence des centres thermorégulateurs, décalage entre la valeur et les périphériques et la nouvelle valeur de référence centrale brusquement augmentée, sans brûler par la température d'air. 38,8. Donc, périphérique doit être élevé, c'est-à-dire mais la départ par sur trois phases. Stimulation du centre hypothalamique postérieur va rejoindre deux processus. Baisse de la déperdition de la chaleur, diminution de la circulation chronique et refroidissement de la peau. La deuxième, l'augmentation de la production de chaleur secondaire au fresque. Donc, au lieu de régler la température de référence à 37, on dit ici, la thermogénèse précise à la température, c'est un centre qui est anormalement élevé par rapport à la normale. C'est-à-dire que dans 6, où l'air environ à 35, la température centrale au niveau de l'hypothalamus à 38, il y a anormalement réglé. Donc, chaleur thermogénèse. Au lieu de faire thermolyse, je mets thermogénèse. La température à là, vous hésitez à réagir à la température. Parce que qui dit thermolyse, c'est réglé, mais là, la température est élevée. Donc, le centre va réagir pour augmenter la température. Ce mécanisme se prolonge jusqu'à ce que la valeur réelle se soit ajustée à l'équation de la nouvelle valeur de référence. C'est la phase de plaque. C'est-à-dire la température est encore compris, peut-être plaque, avec le chiffre élevé. Quand la production de pyrogènes endogènes s'arrête spontanément, de façon spontanée ou après administration thérapeutique, des antibiotiques ou bien traitement de la cause, valeur de référence diminue. La cause la température de référence au niveau hypothalamique est anormalement réglée à 38, elle va être à 37. C'est-à-dire, madame la solution, donc, madame c'est-à-dire que pour symptomatique avec c'est pour ça que j'insiste toujours d'apprendre la physiopathologie. Donc, il faut connaître la cause, les mécanismes pour agir sur les différentes étapes physiopathologiques. Activation du centre hypothalamique antérieur. Antérieur est responsable de thermolyse. Parasympathique par la vasodilatation, augmentation de la circulation pulmonaire, perte de chaleur par le ciel, sensation de chaleur dans le thermolyse. La fièvre diminue en quelques heures ou en quelques jours, en fonction
de la prise en charge et la gravité de l'agent en cause. C'est-à-dire par rapport à Pseudomonas aeruginosa ou bien des germes très résistants aux antibiotiques, c'est pas la même chose. Il y a des infections qui durent plus un mois sous antibiotiques, la résistance, la durée des antibiotiques qui dépasse 21 jours. Donc, la fièvre, une infection dans les régions de l'organisme ou autre trouble, cancer, réaction allergique, traumatisme du système nerveux. Donc, la libération des globules blancs, si le déficit est réalisé, c'est les produits de nécrose, les macrophages, libération des substances chimiques pyrogènes I6, action sur l'hypothalamus qui libère les prostaglandines. Les prostaglandines ajustent la valeur de référence du thermostat. C'est-à-dire le problème, c'est au niveau hypothalamique qui réglé à une température supérieure, amenant l'organisme à mettre en marche des mécanismes de thermogénèse. Au lieu de faire thermolyse, il y a une thermogénèse qui est la protection de la température. La fièvre, la vasoconstriction, l'hypertension de la chaleur, alasthémose corporelle, diminution de la peau, l'hypertension de la chaleur à la surface libérée, la peau devient froide et les frissons commencent à générer de la chaleur. L'augmentation de la chaleur jusqu'à une nouvelle valeur de référence, la nouvelle température journal est maintenue jusqu'à ce que le processus renverse ou que les antibiotiques fassent effet. Cela indique que la température descend. Les trois phases évolutives de la température, montée thermique, plateau thermique et effervescence thermique. La montée thermique, c'est-à-dire la température constante supérieure à la température centrale. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Pâleur, des frissons pour avoir la thermogénèse. La température est en flux au niveau central, donc activation de la thermogénèse, des frissons, pâleur, plateau thermique, équilibre thermogénèse, thermolyse au nouveau consigne, avec un 37 ou le 38. C'est bon, on a la température consigne, la température le nouveau consigne à la température de l'hypothalamus, c'est bon, 38, 38. Ça y est, donc on a une nouvelle régulation. On parle d'effervescence thermique. Ça y est, la température, donc, à l'émission par l'eau. Ça y est, la valeur de référence est 38, puis 39. Donc, il y a une thermolyse. Chaleur, sueur, rouge. On va prendre la couleur de ce consigne. Les effets de fièvre, accélération de la fréquence cardiaque, 8 à 12 battements chaque 1,6, accélération de la vitesse de métabolisme, épisode de sommeil en ondes lentes plus longueur, c'est pour ça que le malade il faut est là comme amateur, progressivement à chaque élévation de la température. Accélération de la cicatrisation suite à l'inflammation, c'est la phase de début, puis c'est inhibition de la croissance bactérienne. Goulot la fièvre qui fiche une inhibition de la croissance bactérienne, alors qu'elle est suite à une agression bactérienne. Parce que déjà, au début, que la fièvre, c'est un moyen de défense. Corrective dans la température, mais il certaines bactéries riches. Mais ce mécanisme dépassé en cas d'agression, chez les bactéries, on trouve la température à 38. Et je à 40, à 45. Donc, le rôle où il a
le but de la fièvre, c'est de l'inhibition de la coloration bactérienne. Et avec toujours une phase de compensation et la phase de décompensation. Au début, il va essayer de défendre, mais ces mécanismes de défense sera dépassé. Le rôle de la fièvre. La fièvre essentielle est permet défense contre les infections, bloquant la prolifération de nombreux agents pathogènes, induction des baisses de contraction plasmatique de métaux, le fer, le zinc, le cuivre essentiel à la prolifération des bactéries. C'est-à-dire déjà les agents pathogènes, ici, éliminés. Le métaux lourds ou le milieu favorisant la prolifération bactérienne. L'hypothermie, généralement accidentelle, thérapeutique, ou bien selon diminution de la température centrale au-dessous de 35. C'est l'hypothermie. Il faut 35 en affaire normale. On distingue plusieurs degrés de sévérité de l'hypothermie. L'hypothermie modérée, l'hypothermie grave, l'hypothermie majeure. Température centrale en cas d'hypothermie modérée, c'est entre 35 et 32. Responsable du trouble de conscience. L'hypothermie grave en température centrale entre 32 et 25. À ce stade, on trouve des fibrillations ventriculaires à 28 degrés. Fibrillation ventriculaire, c'est un rythme très rapide d'origine au niveau ventriculaire. Hypothermie majeure, la température moins de 25 degrés Celsius, activité cardiaque plus faible, on trouve des maladies cardiaques sévères avec myosis. La survie possible si on intervient précocement avec une prise en charge l'arrêt cardiaque peut être à 24 degrés Celsius. Classification selon l'étiologie de l'hypothermie accidentelle et l'hypothermie provoquée. L'hypothermie accidentelle par exposition au froid, c'est-à-dire par des causes plongées dans l'eau glacée par exemple. Hypothermie provoquée thérapeutique. Comment on dit hypothermie provoquée thérapeutique? En cas d'une pathologie qui touche le cerveau, par exemple avec hémorragie, avec perte complète de la conscience. Le malade ou bien la patiente doit être mis sous ventilation contrôlée, c'est-à-dire votre pneumachie, la pathologie respiratoire. Donc, on doit soumettre sous anesthésie. L'anesthésie, le but le cerveau est au repos. Le cerveau est au repos. Une anesthésie profonde, il réagit. En plus, hypothermie. L'hypothermie est responsable de diminution du métabolisme cérébral. C'est-à-dire qu'il y a un ligament de discipline cérébrale. نحطوا la température, le métabolisme ينقص ما يخدموش بزاف, تعطوهم le temps pour cicatriser et pour ne pas aggraver les choses. هذه غادي تشوفوها في le cours تاع traumatisme crânien grave. تلقاو l'hypothermie thérapeutique. En cas de traumatisme crânien grave, traumatisme quel que soit accidentel ou là cérébralisé suite à une pathologie médicale, les AVC, les tumeurs, la souffrance cellulaire cérébrale, on met sous hypothermie contrôlée, nous sur température de 33-34 à respecter. Le corps il نقص الميتابوليزم le cerveau mais il consomme l'oxygène législatif تاعه وما يزيدش au cours de certains actes chirurgicaux qui m'a la chirurgie cardiaque. La chirurgie cardiaque, chez Dieu, les opérer le cœur, a dit de circulation extra-corporelle.
هذيك لا سيركيلاسيون اكسترا كوربورال غادي يريجلو لا تمبيراتور تاعها ستادير لو سون تاع الكور في لو مومون اللي يكون يخرجوا في لو كور يكون يتمشى على برا كاين اباراي كبيره يدخل لو سون كيما تاع دياليز يتمشى يجي صحيح يدخل يخرج لو سون يعاود يرجع avec un température régulier à 33 34 pour moins d'effets métaboliques. Il y a la consommation d'oxygène, oui, il y a les dégâts après l'intervention. Parce qu'il y a pas le temps, le cœur, pour s'installer, pour avoir la cicatrisation. Et là, la chirurgie cardiaque, il y a l'hypothermie thérapeutique. Donc, l'hypothermie thérapeutique, nous avons besoin de chez les cérébralisés, il touche le cerveau, quelle que soit la pathologie médicale, les AVC, les pathologies médicales, la condition, le gaz, la stage, la moyenne, soit la chirurgie cardiaque, par exemple, circulation, ça peut. Deux grands mécanismes physiopathologiques, hypothermie à défense maximale, hypothermie à défense minimale. La différence بيناتهم في الميكانيزم thermorégulateur. Hypothermie à défense maximale, c'est-à-dire la thermorégulation était intacte. Le centre de thermorégulation est normal. Le problème, c'est que le corps qui est exposé pendant longtemps au froid, soit par immersion au froid, avalanche, c'est-à-dire la température à la neige, les conflits accidents de montagne. Les accidents de montagne, ils seront en cas de montée de température réservée, il faut rendre avec des vasoconstrictions périphériques, il faut des micros calants. L'hypothermie à défense minimale, les mécanismes thermorégulateurs, le problème est anormal. Nous avons la thermorégulation, nous avons des mécanismes hormonaux, des mécanismes nerveux. Comme exemple, l'hypothyroïdie, alors que nous avons thermodynamique, c'est la thyroïde parmi les organes qui interviennent dans la régulation. La thyroïde, la régulation thyroïdique. Mais en cas d'hypothyroïdie, l'hypothyroïdie radioactive en TSH, la thyroïdique rapide. Donc moins des hormones thyroïdiennes, donc moins de métabolisme, moins de régulation. Le problème, la différence entre l'hypothermie et la défense maximale, c'est le problème extérieur. L'hypothermie à défense minimale, le problème c'est à l'intérieur. Le problème, la régulation par exemple, la physiologie. L'hypothyroïdie, les comas toxiques, par exemple, intoxication au benzodiazes, intoxication amphétamine, cocaïne, intoxication sexuelle, intoxication médicamenteuse, intoxication osseo-cyanure, le gars il est fait un état de coma. Chez le vieillard, les vieillards, dans la physiologie chez le vieillard, fait un tel. Couche de vieillard, mais le cerveau, couche direct. Les mécanismes de régulation, là, dans le cas de l'anesthésie, on adapte l'anesthésie en fonction de ces modifications physiologiques chez le vieillard. Maintenant, la résistance au froid pour le moins toujours régler la température, par exemple, de l'asphalte à des niveaux élevés. On ici, avant de procéder à l'anesthésie, couvrir le patient. Ici, les solutions sont bien chaudes. Les solutions bien chaudes. Toujours qu'il y ait une prise en charge particulière. Le nouveau-né a un problème de défense. Couche un immature, la défense de la température libre, la protéine, sensible aux modifications de la température. عليه خاص يتغطى غايه في الشتاء في الماء في الصيف toujours le mécanisme de défense تاعه merci parce que le problème central le zèle la matération تاع cérébrale le zèle ما لحقتش le niveau وين assurer la régulation
parfaite. Atteinte centrale. Atteinte centrale, oui, mais l'hypothalamus, les pathologies touchées au porteur de l'hypothalamus va ralentir sur le fonctionnement de l'hypothalamus. L'hypothermie accidentelle évolue en deux phases, la phase de lit et la phase d'abandon. La phase de lit au début, température entre 35 et 30 frisson, peau froide, souvent lavé, diminution de la force musculaire, diminution du métabolisme, bradycardie, tension toujours normale, réduction de la diurèse, conserver la diurèse. La phase d'abandon, température basse, moins de 30 rigidité musculaire, confusion, donc ça n'a pas la phase de souffrance. Souffrance, notamment cardiovasculaire. C'est-à-dire tous les psychiques cardiovasculaires et puis neurologique. Cardiovasculaire, c'est la tachycardie, c'est un mécanisme de défense ou de réponse. Après, le neurologique, c'est des moyens de défense, mais sans intérêt. pour avoir le nom de l'énergie. Pour ça, à part ça, on a un hôpital intérêt. Les différents phénomènes des choses à chaque degré. À 36 degrés Celsius, sensation de corps sur les 35 degrés, la même chose. 34 de l'amnésie. 33 degrés, arythmie cardiaque. Des accélérations de rythme cardiaque. Les extrasystoles. Les extrasystoles, c'est des contractions intermittentes ventriculaires. Le cœur pour le battement est régulier, bien sûr, ceux qui battent rapide, chaque fois que nous avançons vers une température basse, oui, le rythme par l'action à l'énergie, par le système sympathique. 32 degrés, rigidité musculaire, puis coma, origine jusqu'à la mort vers le deuxième degré, 22 degrés arrêt cardiaque. Un résumé des intervalles de confort et du confort. L'homéothermie, c'est la neutralité, c'est la zone de confort thermique. Puis, maintenant, les contraintes chaudes et les contraintes froides. Dépassement de la thermorégulation hypothermique, on trouve dépassement de la thermorégulation hyperthermique. En conclusion, c'est l'intérêt de connaître les mécanismes physiologiques et physiopathologiques de la thermorégulation. Donc, la thermorégulation est essentielle pour maintenir l'homéostasie corporelle et un fonctionnement optimal du système physiologique. Les mécanismes de thermorégulation, c'est bon, on a terminé. Donc, en conclusion, la thermorégulation est essentielle pour maintenir l'homéostasie corporelle et un fonctionnement optimal du système physiologique. Les mécanismes de thermorégulation tels que la transpiration, la vasodilatation et la vasoconstriction montrent la complexité de ce système et son adaptation aux variations environnementales. Différentes conditions médicales, hyperthermie, hypothermie, peuvent altérer les mécanismes de thermorégulation et avoir des conséquences graves sur la santé. La prévention de la physiopathologie de la thermorégulation est essentielle pour le diagnostic de la prise en charge du patient ou des dysfonctions thermiques peuvent se. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser.